Auditeurs et auditrices de Radio Djena, bonjour et bienvenue dans votre émission Et nous qui met les projecteurs sur les enfants et leurs droits. Les questions relatives à la protection des droits des enfants demeurent préoccupantes, surtout en cette période de crise sanitaire. Et la société civile également est engagée dans cette lutte contre le coronavirus. Et il n'est pas rare de voir des acteurs de défense des droits de l'enfant opposés à certaines autorités togolaises. Et pour les protéger, une plateforme a été lancée dans ce sens. Et nous parlons de cette plateforme dans cette émission Et nous avec Bonaventure Nkoué Maouvi, président de la coalition togolaise des défenseurs des droits humains au Togo. Bonjour Bonaventure. Bonjour Tata, bonjour madame, oui. Comment vous allez? Nous allons très bien et vous? Merci beaucoup, moi aussi je vais très bien. D'accord, bienvenue dans Et nous. Alors, nous allons commencer avec, nous l'avons dit tout à l'heure en introduction, une plateforme a été lancée pour les défenseurs des droits de l'enfant, mais on sait très bien, on vient de le dire, il y a une coalition togolaise des défenseurs des droits humains, y compris les droits de l'enfant. Pourquoi spécifiquement aujourd'hui lancer une plateforme destinée aux défenseurs des droits de l'enfant au Togo? Merci beaucoup madame. Avant de répondre à la question, je voudrais profiter pour présenter mes vœux à vous et à votre personnel et vous dire toute notre gratitude pour cette invitation et également vous féliciter pour tout le travail que vous faites pour les droits de l'homme dans notre pays. C'est un travail qui se fait qui est vraiment remarquable, qui a besoin de beaucoup de soutien et de considération. Donc je voudrais vraiment vous féliciter pour tout ce travail qui s'abat. Merci, nos vœux réciproques. Voilà, merci beaucoup. Donc, je dirais que le constat qui est fait, c'est que les organisations qui travaillent sur la thématique des droits de l'enfant se trouvent généralement laissées pour compte lorsque ces acteurs ont des problèmes avec des autorités locales, avec des autorités politiques, avec des autorités de diverses connotations ou catégories. Donc ces organisations se disaient, mais comment allons nous organiser pour défendre le droit des personnes qui défendent le droit des enfants? Et chemin faisant, ces ONG qui travaillent sur la question des droits de l'enfant ont voulu mettre en place une coalition, ont voulu se coaliser et travailler sur la question de la protection. Mais chemin faisant, ils se sont rendus compte qu'il y avait déjà une coalition qui travaillait sur la question des défenseurs des droits de l'homme. Et là, ils se sont dit, au lieu de mettre en place encore une coalition qui va travailler sur la question des droits de l'enfant, travailler sur les défenseurs des droits de l'enfant, mais il était bien de pouvoir approcher la coalition togolaise des défenseurs des droits humains. Et depuis 2018, nous avons entrepris un certain nombre de démarches pour leur faire comprendre le sujet ou les thématiques sur la protection, sur la sécurité, etc. Et c'est après 2 ans qu'on a jugé utile de lancer la plateforme togolaise des défenseurs des droits de l'enfant, qui est une commission de la coalition togolaise des défenseurs des droits humains. D'accord. Alors, donc, l'idée est née des différents acteurs de défense des droits de l'enfant, mais il ne faut pas avancer seul, il faut aller au-delà. Et c'est pourquoi ils ont approché la coalition. Alors, aujourd'hui, quel constat vous avez fait sur le terrain concernant le travail des défenseurs des droits de l'enfant? Généralement, c'est des gens qui sont confrontés à beaucoup de difficultés parce que ce qui nous est revenu, c'est que dans les différentes communautés où ces défenseurs des droits de l'enfant sont, c'est des gens qui se voient opposés aux autorités locales. Je prends un exemple, par exemple, dans certaines communautés, il est question du mariage des enfants. Même quand cela est interdit par la loi, nous constatons toujours que ces pratiques existent sur le terrain. Donc, un acteur de la société civile qui travaille sur la question des droits de l'enfant, qui voudrait par exemple s'opposer à des parents qui veulent marier leurs enfants pour pouvoir avoir un retour de l'argent, est mal vu dans la communauté, il est indexé, il est poursuivi, tout et tout, et des fois on va jusqu'à attenter à la vie de certains. Donc ça, c'est par exemple certaines difficultés. Nous avons des difficultés sur des personnes qui font qui mettent des enfants dans des couvents. Nous avons ces cas qui nous sont revenus. Nous avons aussi des enfants qui sont délaissés par leurs parents, qui ne sont pas suivis pour
la scolarité et autres, avec les difficultés que ses parents rencontrent dans les milieux. Ces enfants abandonnent l'école pour aller travailler avec les parents, soit dans les champs, soit faire d'autres activités, alors que ces enfants ne sont pas encore épanouis et bien aguerris pour faire tout ce travail-là. Donc nous avons ces faits qui sont revenus généralement aux ONG qui travaillent sur la question des droits de l'enfant. Et dans les différentes rencontres que nous avons eues avec eux, ces faits sont revenus, d'où la nécessité de pouvoir se mettre ensemble et leur donner ce coup de pouce-là. Alors, le constat sur le terrain, c'est que vous l'avez dit, la communauté ne comprend réellement pas le travail d'un acteur de défense des droits de l'enfant. Aujourd'hui, est-ce que les acteurs eux-mêmes sensibilisent cette communauté-là sur le travail qu'ils font, sur leur mission, avant qu'il n'y ait ces mésententes ou bien ces problèmes entre communauté et acteurs? Les acteurs sensibilisent la communauté. Les acteurs sensibilisent parce que ce sont des acteurs qui sont dans le milieu, dans les différents milieux avec ces communautés-là. Donc, c'est des gens qu'on voit au jour le jour, c'est des gens qui cohabitent avec eux. Donc, quand ces genres de cas arrivent et que ces acteurs s'opposent, par exemple, les parents ou les personnes de la communauté voient ces acteurs-là comme des gens qui sont contre leurs intérêts. Je prends un père qui voudrait, par exemple, marier sa fille de 12, 13, 15 ans à Ladji, bien barbu, avec de la barbe blanche qui est peut-être cette petite qui sera peut-être sa 3e ou sa 4e épouse. Le papa ne voit pas l'intérêt ou le droit de l'enfant. Le papa, tout ce qu'il voit, c'est ce qu'il gagnera à travers cette action qu'il va poser. Donc, généralement, les communautés sensibilisent, mais les gens ne comprennent pas. Ils se disent que nous, dans notre pratique, voilà ce que nous faisons. Nous sommes en train de pérenniser la culture, nous sommes en train de perpétrer la tradition, etc. Donc, ça fait que, malgré les différentes sensibilisations, il y a un peu de la réticence, mais nous félicitons aussi ces organisations qui travaillent à la base, parce que ce n'est pas chose facile. Nous sommes dans la capitale, nous coiffons un peu l'ensemble de tout ce qui se fait, mais quand nous voyons les difficultés que ces gens rencontrent dans leur communauté, c'est vraiment pas facile, parce que c'est un travail bien fouillé. Vous êtes là, vous avez la personne contre qui vous vous levez, qui est juste en face de vous, qui vous voit en ennemi. Chaque fois, c'est vraiment difficile pour ces gens-là, mais ces personnes se battent quand même pour qu'on puisse respecter les droits des enfants dans leurs différentes communautés. Vous avez parlé de ce à quoi les acteurs sont exposés. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Est-ce les harcèlements, des manœuvres d'intimidation? Qu'est-ce qu'ils rencontrent réellement sur le terrain? Généralement, c'est quoi? Vous voyez même, des gens ne se cachent pas. Ils viennent directement vous menacer. Ce sont des menaces qui sont ouvertes, de menaces ouvertes et directes. Vous voyez le parent qui vient, d'abord qui vous voit, c'est vous qui êtes allé me signaler chez le maire, chez le préfet, chez les ONG qui parlent de droits de l'homme, là, c'est vous. Vous allez voir. Donc, c'est des menaces qui sont des menaces directes. Et des fois, c'est des coups de fil que ces acteurs reçoivent. Mais généralement, c'est des menaces qui sont directes. Les gens ne se voilent pas, ne se cachent pas et ils viennent directement vous menacer, que ce soit chez vous, dans votre organisation, que ce soit dans la rue. Et bon, ils ne vont pas jusqu'à passer à l'acte, mais ce sont des menaces qui sont violentes et beaucoup verbales. Est-ce que vous rencontrez également des campagnes de diffamation, de mauvais traitements ou même de détention de ces acteurs de défense des droits de l'enfant dans le pays? Actuellement, ce qui se passe, c'est que le travail qui se fait avec les autorités locales, parce que ces autorités connaissent le travail qui est fait par ces organisations, elles ne se prêtent pas à cela. Même s'il arrive des fois après qu'un acteur des droits de l'enfant soit signalé, s'il est arrêté, avec tout ce qui se fait par ses autres collègues et autres, les autorités essayent de faire profil bas rapidement et on n'arrive pas à aller jusqu'à loin, on le relâche le plus rapidement possible après vérification des faits. Après vérification des faits, généralement, nous n'avons pas encore connu de graves cas où des acteurs qui sont dans la question des droits de l'enfant ont été signalés par des acteurs de la communauté, à moins qu'il y ait violation même de ces acteurs-là sur les différents, les différents objectifs qui se sont définis. Par exemple, nous parlons de la promotion des droits de l'enfant. Si nous voyons un acteur qui est dans la promotion, qui va contre ce principe-là, bon voilà, là c'est un autre sujet, mais pour parler des acteurs de la communauté qui viennent signaler ces acteurs-là et pour qu'on les détienne, pour leur faire un traitement dégradant, non. Alors, Bonaventure Nkomaovi, quel doit être le profil d'un acteur de défense des droits de l'enfant dans une communauté?
Généralement, c'est des gens, d'abord pour travailler sur cette thématique, il faut d'abord aimer la question des droits de l'homme. Quand on parle de la question des droits de l'homme, c'est-à-dire je me réveille aujourd'hui, je mange, je me vêtis, je dors, j'ai du calme autour de moi. Donc c'est un bien vivre, c'est une certaine facilité, je dirais pas une aisance, mais c'est une facilité que j'ai. Et quand je vois les choses comme ça, quand je vois l'enfant qui est épanoui, l'enfant qui s'amuse, l'enfant qui s'éclate dans la communauté, je trouve déjà que la communauté est en paix, la communauté a un certain équilibre, la famille a un certain équilibre. Donc pour avoir ce profil, je dois d'abord moi-même être quelqu'un qui aime l'humain, quelqu'un qui aime des différents principes que régissent la nature, par exemple, faire du bien, proférer de bonnes intentions pour autrui, voilà, aimer son prochain, pour ne pas dire que je vais rester dans le cadre unique de la Bible, mais ces principes sont déjà dans la nature, et quand j'ai ces principes à moi, je pense que je peux facilement faire le travail des droits de l'enfant, parce que travailler aussi avec les enfants, c'est pas facile. C'est des gens avec qui il faut lutter pour qu'ils puissent d'abord comprendre. Généralement, ils ne comprennent pas parce que c'est des enfants, c'est tout à fait normal. J'ai l'habitude de donner cet exemple très souvent quand je suis avec les femmes et quand elles crient sur les enfants pour dire chaque fois il faut le gronder, et je leur dis, mais imaginez un instant qu'un enfant de 5 ans, un enfant de 7 ans se réveille le matin. Dès qu'il se réveille du lit, il prend sa brosse à dents, il se brosse, il revient, il met son kaki, il prend ses chaussures, il les porte, il prend son sac, il range tout, il est bien dressé, tout et tout. Et il vient s'asseoir, il prend son petit déjeuner, il dit, bon maman, papa, je m'en vais à l'école. Un enfant de 5 ans, un enfant de 7 ans qui se comporte de cette façon, c'est un enfant qui est malade. Parce que l'enfant, normalement, est quelqu'un à qui il faut chaque fois répéter les choses. Et prends tes chaussures ici, et ramasse ton kaki, etc., etc. Ça, c'est la nature de l'enfant. Mais quand l'enfant est correct à un âge donné, c'est un souci. Les parents sont encore préoccupés. Les parents vont voir des psychologues, vont voir des gens pour savoir est-ce que l'enfant est vraiment normal. Même si c'est un génie et que l'enfant a cette particularité de le faire, c'est comme ça. Donc, travailler avec les enfants, c'est vraiment difficile. Donc, il faut d'abord comprendre cette portée-là quand on veut se lancer dans cette thématique et ne pas le faire pour juste le plaisir de le faire. Savoir que la thématique sur les droits de l'enfant est une thématique complexe et si on doit être en contact avec les enfants, savoir quel genre de comportement se donner soi-même avant d'aller vers ces enfants pour ne pas que ces enfants soient un temps soit peu frustrés, pour ne pas que nous-mêmes en le faisant, qu'on ne puisse pas atteindre les différents objectifs qu'on s'est fixés. Donc, pour parler du profil, concrètement, ce sont ces genres de notions que je viens de donner. Il faut que ce soit des choses intégrées à nous-mêmes, notre personnalité. Sinon, on ne peut pas. Nous, par exemple, on nous demande, nous qui faisons les droits de l'homme, de ne pas taper les enfants à la maison. Mais vous le faites souvent? Il faut les taper un peu de temps en temps parce que ça fait partie... Mais le code l'interdit. Non, ça fait partie de notre culture. D'accord. Quand je parle de culture, c'est pas dit c'est ton enfant. Oui. Donc tu ne vas pas brimer l'enfant. Il faut savoir l'éduquer. Il faut lui donner quelquefois de petits coups de main. Je ne suis pas très souvent d'accord avec les acteurs qui sont dans le domaine des droits de l'enfant, mais je leur dis c'est la réalité que nous avons. Et quand je prends les acteurs qui sont dans le domaine des droits de l'homme, la plupart que je connais, mais pour essayer, il faut effrayer l'enfant. Parce qu'on nous parle souvent de communication, communiquer avec l'enfant. Oui, parce que l'éducation aussi, il faut parfois hausser le temps et être un peu plus dur avec l'enfant pour que l'enfant comprenne. C'est tout ça là qui est tapé. Alors, voilà. est-ce que, avec le profil que vous venez de donner et d'établir, est-ce que vous avez constaté qu'il y a ces acteurs-là au Togo? Si, il y en a. Il y a beaucoup qui sont là. Nous avons beaucoup de ces acteurs. Nous avons certains qui sont dans le domaine, mais qui ont du mal à être en phase avec ce profil-là. Parce qu'il y a des gens qui sont des professionnels, qui maîtrisent tout et tout, mais dans l'application même, dans les faits même, vous pouvez voir des fois des décalages. C'est en remarquant ces décalages, ces personnes finissent par se ressaisir. J'ai parlé tout de suite de la question du bâton à la maison. Ouais. Pour certains, ils vous diront systématiquement que l'enfant, il ne faut pas le toucher. J'ai un ami, par exemple, qui travaille avec les enfants, avec beaucoup d'enfants, qui fait du travail énorme avec les enfants.
Mais quand nous discutons de la question de taper les enfants, il dit non, il me dit mais non, ne fais pas ça, c'est pas bien, tout et tout. Mais quand je lui pose la question de savoir, mais est-ce chez toi à la maison? Il dit non, bon, moi je ne fais pas, mais c'est madame. C'est madame qui essaie de. Il y a une petite correction. Hein? C'est madame qui les tape. J'ai beau parler, madame refuse. Je dis bon, c'est parce que madame le fait, tu es d'accord. Si tu n'étais pas d'accord, tu allais interdire à madame pour dire on ne touche pas les enfants chez moi. Voilà. Donc tu as remarqué quand même que lorsque madame prend le bâton et qu'elle tape un peu les enfants, que les choses rentrent dans l'ordre, c'est pourquoi tu ne te plains pas. Toi, tu vois que de façon professionnelle, on t'interdit de toucher les enfants. Tu ne peux pas. Mais madame le fait, elle a le bâton à la maison, elle le fait. Ben, tu n'as pas tout fait pour pouvoir enlever le bâton de chez toi à la maison. Le bâton est là, c'est parce que ça fait du bien. C'est pas comme madame essaie de maltraiter les enfants, mais madame essaie juste de recadrer les enfants. Bon, voilà, c'est ça un peu, nous aussi, ce que nous avons, et c'est ce que nous a formés, et c'est ce qui continue par nous aider. La plainte de certaines communautés ou bien de certains citoyens au niveau des acteurs de défense des droits de l'enfant, c'est qu'il y a trop de zèle souvent quand ces acteurs arrivent sur le terrain. Ils ne savent pas de prendre le temps d'expliquer ce pourquoi ils sont là, leur mission, de faire comprendre à la population le bien fondé d'être ou bien de respecter le droit de l'enfant. Mais plutôt ils disent non, c'est ci, c'est cela, vous devez le faire automatiquement. Au niveau de la coalition, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir corriger ces écarts de ces acteurs? C'est un constat qui est réel, ce constat que vous venez de faire est réel, mais je dirais comme c'est maintenant que notre plateforme est mise en place, nous, sur la question des droits humains en général, l'approche, nous ne la faisons pas comme ça. Nous ne faisons pas l'approche comme ça. Nous travaillons de façon professionnelle avec différents acteurs, avec tous les acteurs, que ce soit l'État, que ce soit les acteurs de la communauté, tout le monde. Nous travaillons, nous faisons une approche professionnelle avec ces gens-là. Et quand nous faisons l'approche, les gens comprennent clairement que bon, voilà, que c'est comme ça. Récemment, nous avons des acteurs des droits de l'homme qui ont été détenus par le service de renseignement. Et nous sommes allés avec toute la pédagogie qu'il fallait. Nous avons contacté les hautes autorités. C'est avec beaucoup de respect que nous avons discuté avec ces autorités qui nous ont permis d'avoir accès à ces personnes qui étaient détenues au niveau du service de renseignement. Nous sommes allés échanger avec eux en toute liberté et en toute sécurité. Il n'y a pas eu de pression au niveau de ces personnes. Ces personnes n'ont même pas voulu même rester auprès de nous pour suivre les échanges que nous allons faire. Donc, ça a été vraiment courtois, professionnel et tout et tout. Donc, je pense que il y a des organisations qui peut-être n'ont pas encore inscrit cela dans leur pédagogie. Je pense qu'il est normal de pouvoir travailler avec les communautés à la base, faire comprendre à ces communautés, voilà ce pourquoi nous sommes là. Sinon, il y aura un déphasage et quand il y a déphasage, ça ne peut pas marcher. Supposez par exemple que je vais dans une communauté pour parler avec ces communautés ou bien lancer peut-être un projet sur une question, une campagne par exemple. Si j'arrive et que je montre à ces communautés que, bon, écoutez, moi je ne suis pas de votre milieu, je suis en ville, je roule en 4x4, moi, je vis dans une... Non, vos histoires de cases là, je ne suis pas dedans. Vous pensez que mon objectif va être atteint? Mon objectif ne sera pas atteint. Si mon objectif doit être atteint, c'est d'aller rester avec ces communautés. Et si elles sont assises sur une natte, je suis assis sur la natte avec ces communautés. Même si on dépose des chaises pour dire, bon, monsieur, c'est vous le crack, vous revenez de la ville, assoyez-vous ici. Non, je m'assois sur la natte. Et quand il y a cette proximité, les gens se sentent intéressés par le sujet que vous avez apporté. Quand vous faites passer le message passe facilement. Mais si c'est le cas, comme vous l'avez décrit, c'est difficile, les objectifs vont être différemment atteints. Vous êtes dans nous sommes aujourd'hui avec Bonaventure Nkoé Maovi, président de la coalition togolaise des droits, des défenseurs des droits humains. Et nous parlons de la plateforme togolaise des défenseurs des droits de l'enfant, PTDDE, lancée il y a quelques semaines au Togo. Revenons à cette plateforme. Quelle est la mission assignée à la dite plateforme? En fait, la plateforme va essayer d'interagir avec les défenseurs des droits de l'enfant dans les différentes régions et dans les différentes collectivités. C'est-à-dire un défenseur des droits de l'enfant qui a, par exemple, un problème à Tanjoar ou bien à Naki-Est. Ce défenseur qui sait que nous avons un mécanisme qui existe, il saisit rapidement le mécanisme. Si c'est soit par un SMS, si c'est soit par une application, il va juste là-bas, il met une information. Voilà, j'ai tel problème aujourd'hui.
le problème est remonté. Et le problème arrive à notre niveau et directement, nous faisons des échanges avec ce défenseur-là pour savoir ce qu'il a réellement comme problème. Si sa vie est peut-être menacée, qu'il est en danger, nous avons cette possibilité-là de pouvoir aider ce défenseur à quitter sa communauté un instant, retourner, échanger avec les autorités avec lesquelles ou avec les personnes avec lesquelles le défenseur a des problèmes, résoudre ces problèmes avant que le défenseur ne revienne intégrer sa communauté à nouveau. S'il arrive que ce sera difficile pour le défenseur de vraiment rester là-bas pour faire son travail, on pourra lui trouver un autre lieu selon sa convenance pour qu'il puisse poursuivre son travail. Donc voilà un peu comment la plateforme va travailler. Elle va donc aider les défenseurs des droits de l'enfant à pouvoir résoudre les problèmes qu'ils rencontrent dans leurs tâches quotidiennes lorsqu'ils sont sur le terrain pour parler de la question de la promotion et de la protection des droits de l'enfant. Et donc, ça dit que la plateforme ne sera opérationnelle que lorsqu'elle reçoit des plaintes et tout, ou bien elle va mener toujours des activités quotidiennement et tout? La plateforme va naturellement faire des activités de renforcement de capacité, c'est-à-dire former différents acteurs sur la question des droits de l'homme, sur la question de la protection des droits de l'homme, parce que ce que nous avons constaté, c'est que les organisations qui travaillent sur la question des droits de l'enfant font les droits de l'homme, mais ce sont des organisations qui restent sur des thématiques aussi spécifiques. Donc, il arrive généralement que certaines thématiques en rapport avec les droits humains de façon générale sont ignorées par ces personnes-là. Donc, nous allons faire le renforcement des capacités. Nous allons travailler sur la question du plaidoyer, comment faire du plaidoyer pour pouvoir aboutir à certains résultats. Il y a beaucoup parmi ces organisations qui travaillent également sur la question du plaidoyer. Nous allons poursuivre cela et renforcer cela. Donc, voilà des actions que nous allons faire. Mais la plateforme, son opérationnalisation, c'est juste lorsqu'elle sera saisie à travers des plaintes par différents acteurs, qu'elle va se mettre en branle pour pouvoir résoudre ces différents problèmes. Est-ce qu'elle peut se saisir d'une situation que vit un acteur qui ne maîtrise pas trop l'existence de la plateforme? Absolument, absolument. Ça, c'est tout à fait normal. Si on nous signale un acteur qui travaille sur la question des droits de l'enfant qui a un problème, je pense que la plateforme peut se saisir, c'est mis dans les différents thèmes. La plateforme peut se saisir et aider cet acteur-là à résoudre ce problème dans lequel il se trouve. D'accord. Au niveau de la plateforme, c'est juste une plateforme qui est là. Qui peut adhérer? Est-ce que c'est seulement ceux qui ont créé la plateforme ou bien c'est ouvert à toutes les organisations de défense des droits de l'enfant ou bien à tous les acteurs? La plateforme concerne donc la question des défenseurs des droits de l'enfant. Nous avons dans un premier temps les acteurs de FODET, de FONTO, de AEGT, Enfants et jeunes. Enfants et jeunes, c'est ça. Et nous avons également, comme on l'appelle déjà, c'est d'autres organisations qui sont intéressées, qui font la thématique des droits de l'enfant, parce qu'au sein de la coalition, même nous avons des organisations qui travaillent sur la question des droits de l'enfant. Et donc, DARDA, ces organisations sont déjà incluses dans la plateforme. Mais d'autres organisations qui travaillent sur la question des droits de l'enfant, qui sont intéressées par la plateforme, peuvent interagir avec la plateforme. Je voulais citer tout de suite Relutet, qui est également sur cette thématique-là, qui travaille avec nous au niveau de la plateforme. Et donc, la plateforme n'est pas fermée? Elle n'est pas du tout fermée. Elle n'est pas fermée à partir du moment où on parle de la question des droits de l'enfant et qui est l'objectif final. C'est pour aider les acteurs qui travaillent sur cette question-là à pouvoir être protégés. La plateforme n'est pas fermée. Aujourd'hui, vous parlez de la protection des acteurs de défense des droits de l'enfant. Quel est le mécanisme mis en place pour protéger réellement ces acteurs en attendant d'avoir des plaintes avant de réagir? Mais est-ce qu'il y a au moins des mécanismes mis en place par la coalition et aujourd'hui la nouvelle plateforme pour protéger les acteurs? Au niveau de la plateforme, il n'y a pas encore de mécanisme mis en place pour protéger les acteurs qui travaillent sur la question des droits de l'enfant. Mais au niveau de la coalition togolaise des droits humains, nous avons un mécanisme qui est là. Et lorsqu'un défenseur des droits de l'homme a des problèmes, le mécanisme est déclenché pour voir qu'est-ce qu'on peut lui faire le plus rapidement possible pour pouvoir le soulager, pour pouvoir le soutenir. Donc, c'est partant de ces faits que la plateforme est créée. Parce que c'est des choses qui nécessitent beaucoup de moyens, qui nécessitent beaucoup d'expertise. Donc, ce faisant, quand un acteur
la plateforme étant logée au sein de la coalition, la plateforme étant une commission de la coalition togolaise des défenseurs des droits humains, naturellement, quand un défenseur des droits de l'enfant a un problème, la coalition se charge directement de cela. C'est plus une question de la plateforme, mais ça devient une question de la coalition, et la grande entité qui se charge de cela et qui essaie de soulager ce défenseur des droits de l'enfant ou trouver une solution à son problème. Et faut-il attendre des problèmes ou des plaintes avant de réagir, ou il faille former les différents acteurs pour qu'ils se protègent eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions pour éviter d'avoir des problèmes dans cette mission? Généralement, les acteurs sont là. C'est le renforcement de capacités qui se fait au quotidien. Est-ce que c'est suffisant? On le fait dans la mesure de nos moyens. Dans la mesure de nos moyens, même d'ici une semaine ou dans 10 jours, nous allons encore renforcer les capacités. Et ça va se faire avec les femmes défenseurs des droits de l'homme. Ouais, nous avons toute une série d'activités. Nous travaillons depuis un moment avec les femmes défenseurs des droits de l'homme et les défenseurs des droits de l'homme les plus vulnérables, qui est un concept qui est mis en place par le réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains. Donc nous allons dans quelques jours encore former ces acteurs-là. C'est des formations que nous faisons chaque 3 mois. Et généralement, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Le mécanisme est là, il est en veilleuse. C'est quand le problème arrive et qu'on met tout en branle. Sinon, c'est des petites activités de renforcement de capacité, c'est des activités d'échange, c'est des activités de rencontres, etc. Voilà. Alors, que dire de l'acteur qui viole les droits de l'enfant? Qu'est-ce que la plateforme fait à ce niveau? Bon, quelqu'un qui est un acteur des droits de l'enfant, qui viole les droits de l'enfant, bon, la personne doit devoir se mettre en cause. Parce qu'il y a des acteurs qui... la personne va se remettre en cause, et moi, je n'ai pas encore connaissance de certains qui sont dans le domaine. Donc, la personne même se met en cause. Elle sait naturellement qu'elle s'est mise en cause. Il faut rectifier. Parce que notre objectif premier, c'est de pouvoir protéger les droits de l'enfant, c'est de pouvoir protéger les personnes qui travaillent sur les droits de l'enfant. Mais si moi je suis quelqu'un qui protège, qui doit protéger les droits de l'enfant et que je viole ces droits-là, je dois naturellement me remettre en cause et savoir que je m'expose à la loi et que ça ne rentre plus dans le cas de protection pour lequel je suis admis, mais on peut me mettre sous tout un ensemble d'infractions si les parents ou d'autres organisations veulent se saisir. Voilà, si je n'arrive pas à rectifier, à corriger le dommage que j'ai fait, je suis obligé d'être remis à la loi pour que justice soit faite. Voilà. La protection et la sécurité d'un défenseur des droits de l'enfant méritent un accompagnement financier également. Tout à fait. Aujourd'hui, est-ce que la plateforme en dispose? La plateforme n'a pas encore de moyens financiers, puisque la plateforme a été lancée en décembre 2020. En décembre 2020. Donc la plateforme n'a pas encore de moyens financiers pour pouvoir faire le travail. Même quand je prends la coalition n'a pas encore de moyens financiers. Qui existe depuis des années. Oui, la coalition existe depuis 2002, mais la coalition n'a pas de moyens pour pouvoir faire ce travail. Mais lorsqu'un problème se pose, quand la coalition déclenche son mécanisme de protection, rapidement, on arrive à trouver une solution parce que nous avons des partenaires. Nous sommes membres du réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains qui comprend 16 pays. Le réseau est membre du réseau panafricain des défenseurs des droits de l'homme dont le bureau est à Kampala, en Ouganda, qui regroupe les réseaux de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Nord, etc. Donc nous avons ces mécanismes-là qui existent. Nous sommes partenaires avec Frontline Defenders, qui est une organisation qui est spécifiée sur la question de la protection des défenseurs des droits de l'homme. Donc, quand il y a ces problèmes, nous remontons vers tous ces acteurs-là qui prennent des dispositions. Et s'il y a des mesures premières que nous pouvons faire ici, nous le faisons pour que le défenseur ou la personne mise en cause soit en sécurité. Et après, les autres mécanismes sont déclenchés et ils prennent la relève. Quelle collaboration entre la plateforme et le gouvernement togolais? Bon, nous sommes obligés de travailler avec le gouvernement togolais parce que quand il y a ce genre de cas, c'est le gouvernement togolais qui va nous aider à pouvoir soit calmer les acteurs dans les communautés, soit demander aux acteurs ce qu'elles font. C'est des choses qui sont punissables parce que la loi réprime cela, etc. Donc nous avons une très bonne collaboration avec les autorités togolaises en ce sens-là. Nous ne sommes pas opposés, nous sommes dans une république.
Les lois de la République sont là et nous travaillons en parfaite communion avec les autorités sur ces questions, même s'il arrive que des fois, ce sont des acteurs de l'État qui sont des... Parce que l'État est qui le sont premier... en conflit avec les défenseurs des droits de Absolument. l'enfant. L'État, il est le premier qui protège, mais au même moment, il est le premier qui viole les lois. Donc ça ne nous empêche pas, quand le moment arrive, de dire à l'État, ça, ce n'est pas bien, ça, ce n'est pas bien. Et l'État le reconnaît effectivement que ce n'est pas bien et qu'il faut ceci, cela pour corriger. Nous avons eu beaucoup de cas comme ça, quand des acteurs qui sont censés protéger ont agi dans un autre sens. Quand nous avons rencontré les autorités, ces acteurs ont été quand même punis, même si les autorités ne nous le disent pas. Ces acteurs ont été punis parce qu'elles ont posé des actions, des actes qui étaient répréhensibles. Donc les autorités ont pu les punir pour dire que nous avons cette bonne collaboration quand il s'agit de la question de la personne humaine, de la question des droits de l'homme. Quand nous exposons cela vis-à-vis des autorités, elles comprennent et elles essayent de faire dans la mesure du possible l'effort qu'elles peuvent pour pouvoir nous soulager et pour nous permettre de voir réellement que, bon, elles ont pu faire ce que nous voulons. Alors, l'indépendance est primordiale dans la défense des droits de l'enfant et des droits humains en général. Aujourd'hui, est-ce que la plateforme est indépendante ? Indépendante en quel sens? Est-ce qu'elle peut mener des actions librement, ou bien puisqu'il y a des financements qui viennent d'un peu partout, ou bien les guider? Non. Je pense que quand on parle d'organisation de défense des droits de l'homme, nous avons cette objectivité, nous avons cette indépendance-là, et il n'y a pas de choses guidées. Moi, je donne par exemple l'exemple, quand nous avons mis en place la plateforme, pendant la rentrée par exemple, nous avons mis en place, nous avons créé une application où nous avons pu, par exemple, monitorer sur les actions du gouvernement à la rentrée. Quand le gouvernement a demandé, par exemple, à donner des mesures qu'il fallait avoir... par rapport aux mesures barrières avant la reprise. Lors de la reprise même, que le gouvernement s'est dit qu'il fallait avoir des salles d'isolement, il fallait désinfecter, il faut ceci, cela. Bon, ce mécanisme de la plateforme que nous avons mis en place à travers une application créée par la Coalition togolaise des défenseurs des droits de l'homme, nous avons pu monitorer. Et nous avons actuellement un rapport sur ce qui a été fait durant la rentrée, qu'est-ce qui a été respecté, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et toutes ces recommandations, nous allons l'envoyer au gouvernement pour dire, bon, voilà, vous avez prévu, par exemple, qu'on puisse avoir un dispositif de lavage de mains devant toutes les salles. Mais quand nous avons fait le tour, dans la plupart des écoles où nous avons été, c'était juste un essai, nous avons remarqué que dans près de 70%, ou bien disons plus de 70%, ce n'était pas respecté. Le gouvernement a parlé de marquage de bancs. Dans tous les établissements que nous avons pu fréquenter, c'est seulement un seul établissement qui l'a fait. Marqué. Et quand nous sommes posé la question de savoir pourquoi cette personne l'a fait, cette personne dit c'est parce qu'elle a reçu le soutien des gens, de ses parents ou de ses frères qui étaient à l'extérieur, qui étaient en Europe. Donc elle a pris des mesures beaucoup plus tôt pour le faire. C'est un seul établissement. Donc l'application qui a été créée nous a permis, par exemple, d'avoir ces différentes informations que nous allons mettre à la disposition. Nous ne l'avons pas encore fait, dans les jours à venir. Est-ce que vous ne traînez pas? Non, nous ne traînons pas. C'est un document, nous avons fini de faire. Donc nous voulons le mettre dans un document, c'est-à-dire l'imprimer en tant que document, pas remettre juste en tant que papier, mais le faire comme document et le partager aux autorités. Puisque les cas de contamination augmentent, donc il va falloir aller vite pour Absolument. que les autorités prennent d'autres dispositions. Ce qui est bien, c'est que jusqu'alors, ça a été signalé une fois, on a eu des cas des enfants, mais juste après cela, on n'a pas encore de cas d'enfants, ce qui est vraiment réjouissant, c'est que nous fait beaucoup plaisir de savoir que quand vous visitez les établissements, les enfants sont soumis une forme, on ne dira pas de maltraitance, mais vous les voyez, ils commencent par s'habituer au masque, au cache-nez, même s'ils ne le font pas de façon stricte. Mais les enfants le font quand même et on voit que c'est une très bonne chose. Alors, quel est l'appel aujourd'hui, pour finir cette émission, aux acteurs de défense des droits de l'enfant qui nous écoutent? Non, l'appel, c'est de pouvoir être à la disposition de l'objectif premier que ces personnes se sont assignées. Travailler dans le domaine des droits de l'homme, c'est un peu comme le métier de journaliste, c'est un peu comme le métier de forces armées, de militaires, c'est un sacerdoce. Hein? On est amoureux de venir défendre les droits de d'autres personnes, on se prive de sommeil, on se casse la tête pour remplir des formulaires, pour remplir des fichiers, pour que l'autre soit heureux, l'autre sorte de sa situation précaire dans laquelle elle se trouve à cause de son travail. Ça doit être vraiment de cette façon on doit entreprendre la chose. Si je dois venir dans le domaine des droits de l'homme pour avoir de l'argent,
il faut vraiment penser à d'autres actions, à d'autres activités. Aller, par exemple, vendre mes compétences ailleurs, c'est mieux. Mais quand je viens pour dire je suis dans la question des droits de l'homme, nous avons d'abord cette envie, cet amour de voir l'autre comme moi-même, de voir l'autre comme quelqu'un qui doit jouir de la liberté, de ses droits, être libre, etc. Donc, ce faisant, c'est de cette façon que nous devons voir la chose pour permettre d'atteindre les différents objectifs que nous sommes assignés, pour permettre à notre société d'être une société où nous dirons que nous vivons sous le lait, il coule du lait, il coule du miel. Voir cette société comme déjà une prémisse à ce qu'on nous prévoit ou à ce qu'on nous promet, qu'on ne sera pas sur cette terre, qui sera le paradis. Donc je pense vraiment que c'est de cette façon qu'il faut déjà percevoir la question des droits humains, la question des droits de l'enfant quand on travaille sur cette thématique-là, ne pas rester systématiquement renfermé sur la question de tout ce qui sera retombé en termes de finances et d'économie. Merci beaucoup à Bonaventure, à Nico Maouvi. Merci beaucoup. Merci donc pour cette opportunité. Et une fois encore, bonne heureuse année à vous. Heureuse année à vous également. Je rappelle que vous êtes le président de la coalition togolaise des défenseurs des droits humains. Et aujourd'hui, nous avons parlé de la plateforme togolaise des défenseurs des droits de l'enfant. Alors, ainsi s'achève et nous de ce jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Je suis Dibouali Apedon, se donne rendez-vous mardi prochain pour un autre sujet concernant les enfants. À très bientôt.